ira en 2014. C'est à la hauteur de la table, à la hauteur de l'eau. Vous vous en êtes rendu compte, pendant tout l'été, tous les samedis, les experts étaient là, des experts estivaux qui réfléchissaient aux leçons du Covid. Et aujourd'hui, on va réfléchir aux leçons culturelles du Covid-19, à ce qui s'est passé pendant cette crise et quelles sont les conséquences pour le monde des artistes et de la culture. On va donc tenter de tirer ces leçons avec une invitée, l'auteure Victoire de Changy, qui est aussi créeuse au Midi de la Poésie, hein, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle est auteure d'un roman qui est paru déjà il y a 1 an, c'est L'île longue, hein, que vous avez sorti, mais vous n'avez pas sorti qu'un roman, vous avez aussi sorti un livre pour enfants. Enfin, vous n'avez pas fait les dessins, mais vous avez fait le texte, et ça c'est l'histoire de l'ours Kintsugi. Et en fin d'émission, on parlera de votre roman qui va sortir dans les jours à venir. Pendant cette émission, il y a également 2 experts qui sont là, et ce sont les experts culturels maison, les 2 animateurs qui animent Culture sur 10 pendant tout l'été. Soraya Amrani, bonjour. Et David Courrier, bonjour. Voilà. Cette fois-ci, il joue le rôle d'invité de l'émission et non pas de présentateur. Il va falloir s'y faire. On est de l'autre côté, quoi. Eh oui. Alors, tous ensemble, on va essayer de traiter 3 thèmes, 3 questions. Tout d'abord, le confinement a-t-il été l'occasion de découvrir de nouveaux types de créations culturelles? Est-ce que la culture a-t-elle aidé ceux qui étaient confinés d'une manière ou de l'autre? Ou est-ce que cette culture a servi à mieux supporter la crise? Et enfin, le spectacle en vidéo, est-ce que c'est mieux que le spectacle avec public? Je connais déjà la réponse, mais on posera quand même la question. Premier thème, donc, quels sont les nouveaux objets culturels? Qu'est-ce qui est apparu? Qu'est-ce que vous avez vu, vous, apparaître, Victoire de Changy, pendant cette crise du Covid-19? Sans aucun doute, beaucoup de contenu sur Internet, beaucoup de captations de théâtre, beaucoup de films mis à disposition, des documentaires, beaucoup de podcasts et beaucoup de poésie pour notre part, de la part des Midis de la Poésie en l'occurrence. Oui, parce que vous avez profité de la crise pour un peu insuffler de la poésie sur les réseaux sociaux, c'est ça? Voilà, donc nous... au Midi de la Poésie, on a cherché comment continuer à travailler dans notre domaine, comment continuer à œuvrer pour notre mission, celle de diffuser de la poésie. On a dû d'abord évidemment voir ce qu'on allait faire avec nos événements annulés, comment on pouvait continuer à honorer le travail de nos artistes. On a trouvé des solutions pour chacun de nos artistes, soit c'était un report à proprement parler à la saison prochaine, soit on transformait les prestations sous forme de bourse pour un livre par exemple, donc on invitait les artistes à écrire le contenu de leur séance. Voilà, on a cherché quoi faire et puis on a cherché comment rester présent auprès de notre public et du public au sens large. Mais alors comment réinventer la poésie par exemple dans cette période-là? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, particulièrement, nous, on a publié chaque jour une citation. Tous les jours du confinement jusqu'à maintenant, le 30 juin, donc même après le confinement. Et la citation venait de poètes morts, vivants, belges. J'en ai une justement, une d'Octavia Butler. Voilà. Hein, c'est tout ce que tu touches, tu le changes, tout ce que tu changes, te change. La seule vérité permanente est le changement. Voilà, ça a été un vrai travail de recherche de la part de toute l'équipe parce que non seulement les citations devaient être belles, poétiques, mais elles devaient être parlantes par rapport à la situation précise du moment. Et la situation n'a pas été la même pendant tout le confinement. Et je pense que ça a fait beaucoup de bien. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas les Midis de la Poésie qui nous ont découverts par ce prisme-là. Donc ça, c'était merveilleux pour nous. Mais je pense que ça a donné du sens à une période qui en avait peu. Ça a donné des pistes, des réponses. Et je pense que c'est ce que fait la culture au sens large, donner du sens. On va y revenir dans le rôle de la culture. Soraya Amrani, est-ce que vous avez découvert, vous, des créations artistiques, culturelles incroyables pendant ces 3 mois? Incroyable, je ne sais pas, mais s'agissant de la poésie, j'ai l'impression qu'elle a su tirer son épingle du jeu, parce que c'est vrai qu'il y a les Midis de la Poésie qui travaillent beaucoup autour de la poésie et depuis déjà un certain nombre de décennies. Mais j'ai presque envie de dire que la poésie a réussi à tirer son épingle du jeu parce qu'elle a réussi à sortir même des réseaux sociaux à un moment donné pour aller s'inviter dans les médias classiques. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'elle inondait les réseaux sociaux, qu'elle faisait vraiment écho à ce que les gens vivaient de manière très émotionnelle. Et d'un seul coup, on s'est dit, mais finalement, cette poésie, c'est puissant. On va essayer de la retrouver. Et c'est comme ça qu'on a entendu
vu des comédiens belges commencer à lire en fait de la poésie et pour certains être même retransmis dans des programmes radio. Donc c'est vraiment, en fait, c'est un art dont on savait qu'il était plein et entier, qui suffit en fait à lui-même, mais dont on se rend compte qu'il s'adapte assez bien en fait aux nouvelles pratiques et aux nouvelles façons en fait d'échanger des contenus artistiques. Vous l'avez constaté vous aussi, David Cory. On peut même dire qu'on peut parler de la poésie au sens large, parce que la poésie a quitté effectivement les écrans sociaux, les réseaux sociaux sur lesquels tout le monde avait le nez dessus, parce qu'on n'avait plus que ça à faire. Au début, on pouvait quasi pas sortir. Et puis, elle s'est invitée dans la rue, en fait, sur les balcons, parce que la musique chantée, etc., c'était aussi, quelque part, c'est de la poésie aussi. Il y a des textes, il y avait des danses dans les rues, dans certains quartiers, en tout cas. Enfin, ça a commencé tout doucement dans certains quartiers, puis ça a pris de l'ampleur. Et j'ai l'impression que la ville entière devenait presque un objet artistique, en tout cas, vu des balcons. Le balcon, pour moi, c'est vraiment un objet révélateur aussi de ce confinement. Oui. Mais Victoire de Changy, vous parlez de poésie, mais vous écrivez aussi des romans, de la prose. Est-ce que c'est un moment où on écrit plus particulièrement quand on est en plein confinement? Est-ce que vous avez fait votre journal du confinement? Est-ce que sous la contrainte, est-ce que ça vous a aidé à travailler? Alors ma situation était un peu particulière parce que j'ai un tout petit enfant, donc quand je travaillais pas pour les Midis de la Poésie à distance, je m'occupais de lui, donc j'avais vraiment très très peu de temps. Peu de place pour la création. Oui, j'ai beaucoup envié ceux qu'il avait, mais après réflexion, je pense que c'est une pression que les artistes ont dû se mettre. Or, ce confinement n'était pas une résidence artistique, c'était un moment secouant, et je pense que si ça a été le moment de créer pour certains, tant mieux. Mais je pense que c'était intéressant aussi d'utiliser juste ce moment pour observer ce qui était en train de se passer, pour peut-être après en faire quelque chose. Mais sur le moment, ça me paraissait trop chaud, trop à vif pour en faire quelque chose d'intéressant, en tout cas en ce qui me concerne. Et vous croyez que ça va, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, vous en tirerez quelque chose de cette expérience? Bien sûr, ça laisse des traces, donc ça va imprégner les œuvres de tous les artistes, c'est certain, puisque tous les artistes... s'occupent de leur vécu. Oui, utilisent la vie. Voilà. Est-ce que dans les thèmes culturels qui sont apparus comme ça pendant ces 3 mois, est-ce qu'il y a des choses un peu particulières que vous avez relevées, Soraya Amrani? Moi, je crois que le gros piège, c'était de s'occuper immédiatement du confinement. Et certains sont tombés à pieds joints dedans. Je pense notamment à Leïla Slimani. On parlait de journal de confinement. Voilà, pour le coup. Mais tout ça a été écrit avec beaucoup d'innocence et beaucoup de sincérité. Mais il y a eu comme un moment donné une vraie friction entre la réalité d'une autrice qui était plutôt appréciable, plutôt vivable, qui est dans sa maison de campagne, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ce n'était pas le cas de tout le monde. Et ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Et donc la réception de cet objet qui a été écrit dans l'immédiateté, ici, pour le coup, elle va faire mal. Et c'est clair que ce moment de réflexion, il était précieux. Et je crois qu'il y a des craintes quand même aussi du côté des maisons d'édition de voir débouler en fait un nombre incalculable d'essais, de romans autour de ce confinement dont on a quand même déjà beaucoup parlé aussi. C'est ce qu'on a l'air de craindre. Mais est-ce qu'il y a encore de la place pour le confinement dans la culture? Après, on verra la culture dans le confinement. Mais le confinement dans la culture, est-ce qu'il y aura des films sur le confinement? Est-ce qu'il y aura des livres, des romans avec le professeur Raoul comme vedette? Qu'est-ce que vous envisagez? C'est possible. Il y a déjà des éditeurs qui ont flairé l'affaire. On n'est pas dans l'artistique, mais il y a j'ai vu déjà sur les tables des libraires des livres qui parlent du confinement, de virologues, du Covid, etc. Ce sont des coûts éditoriaux. Oui. Alors, au niveau vraiment de la création, des romans, à mon avis, on ne pourra pas faire sans. On a traversé quelque chose d'unique quand même. Tous, les artistes, mais tout le monde en fait. Donc, ce sont des moments, je crois, quand on est créateur, quand on est écrivain, autrice, c'est difficile de faire abstraction de ça, de ne pas l'avoir quelque part, même si voilà, un peu comme Leïla Slimani, il ne faut pas tomber non plus dans le piège de la description pure et simple. Mais enfin, ceci dit, c'était au début, j'ai l'impression que ça s'est calmé. Parce que ce qui était frappant aussi dans ce confinement, c'est la durée. Au début, on pensait que ça allait durer 2 semaines, 3 semaines. Voilà, un petit journal, c'est bon, mais ça a duré, ça a pris des mois et on n'en est pas encore complètement sorti. Non, il y a des gens qui ont encore peur de sortir. Exactement. Alors, ce qui est drôle aussi,
aussi, puisqu'on parle des auteurs et des autrices, c'est que la plupart qu'on a reçus dans Culture sur 10 nous disaient, nous, le confinement, finalement, on est confinés toute l'année, quoi. Les écrivains, en général, ce sont des êtres confinés. Les musiciens, peut-être un petit peu moins, les comédiens, certainement pas, mais en tout cas, les écrivains et les peintres, par exemple, en art plastique aussi, ça changeait pas grand-chose pour eux. Mais peut-être à l'intérieur de leur tête. L'anxiété, en plus, quand même, c'est quand même pas les mêmes conditions qu'une résidence où on est là pour ça, qu'on peut se concentrer. Je pense que c'était quand même un climat anxiogène. Ah bah oui. Alors on passe à notre deuxième question. On est toujours dans les mêmes thématiques. Hein. Est-ce que la culture a joué un rôle? Quel est le rôle que la culture a joué dans la société pendant cette crise? Est-ce qu'elle a aidé à supporter la crise, Victor de Changy? La culture au sens large. Hein. La culture au sens large, de façon légère, entre guillemets, on pourrait dire qu'elle a contribué à occuper les gens qui s'ennuyaient ou qui étaient angoissés, justement, et qui avaient besoin de meubler leur esprit d'autres choses. C'est pas un peu du divertissement, ça? Ça fait partie des rôles aussi de la culture, je pense. Et sinon, plus précisément, la culture doit donner du sens avec des phrases, avec des gestes sur ce qui se passe. Donc je pense qu'elle a joué un rôle indéniable et qu'on s'est rendu compte, d'autant plus pendant cette période, à quel point elle est indispensable et à quel point elle est en danger. Mais j'ai une phrase justement, une des phrases que vous avez données sur le Facebook de Midi de la Poésie. Un autre monde surgit de l'ancien qui dit que l'art ne finit pas à son élan premier. Ça c'est Stéphane Lambert qui écrit ça. Quand vous publiez ce genre de phrase-là, vous vous dites... Les gens vont réfléchir là-dessus, ils vont écrire des choses là-dessus. Vous pensez aux résultats déjà? On ne pense pas aux résultats, on pense à la résonance que ça va susciter chez les gens et ça fonctionne, c'est partager, repartager, repartager. En fait, ça donne des mots à ceux qui n'en ont pas forcément et ça fait du bien, je pense. On était beaucoup sur les réseaux sociaux, David Courrier, pendant cette période-là, hein, oui. De manière générale. Et est-ce que la culture avait sa place là sur les réseaux sociaux? Moi, je l'ai senti très très fort parce qu'effectivement, comme dit Victoire, on n'avait guère plus que ça, à part les occupations et à part le stress quotidien. Et donc, c'était une façon aussi de respirer, de s'évader. Donc il y a la poésie, il y a par exemple, je ne vais pas parler de moi, mais j'ai présenté pas mal de livres aussi classiques, j'ai fait des suggestions de lecture, etc. Et je sentais beaucoup de gens faisaient ça, les 10 pochettes de disques, les 10 BD, les 10 livres qui ont marqué. Et alors ce qui était marrant, c'est qu'il y avait aussi par exemple des musiciens, je sais pas, même connus, très connus, genre Benjamin Biolay, etc., qui commençaient à jouer dans leur cuisine, les enfants passaient derrière, etc. C'était tout à fait autre chose. On voyait l'intérieur des gens aussi, c'était assez nouveau. Tout le monde au même niveau soudain. Complètement, tout à fait. Oui. Mais est-ce que là c'est de la culture ou bien c'est juste du people, c'est le goût de voir des gens célèbres chez eux vivre la même chose que nous, Soraya Amrani? Non, je pense qu'il y a même des artistes qui se sont autorisés à proposer des créations à ce moment-là et à donner à entendre de nouveaux morceaux. Non, je pense que pour certains ça dépassait le côté people. Ceci dit, c'est vrai qu'aux États-Unis, la question s'est posée dans ces termes-là quand on voit Jennifer Lopez qui se filme dans une maison somptueuse avec son fils qui gambade dans un jardin interminable et qui plonge dans une piscine tout aussi interminable. Là, on a vu peut-être la limite de la patience qu'on peut avoir à l'égard de ces stars qui sont riches comme Crésus. Mais juste pour en revenir quand même sur la culture pendant le confinement, les livres. Ça a été dingue de voir à quel point, en fait, les librairies, mais avant qu'on apprenne véritablement qu'elles seraient fermées, tout le monde s'est jeté dans des librairies, enfin beaucoup de gens en tout cas, pour aller chercher des livres. Et sitôt qu'elles étaient réouvertes, il fallait voir en fait les files devant les librairies indépendantes. Les librairies fonctionnent vraiment et ça continue. Mieux. Et les libraires disent qu'ils vendent beaucoup de classiques. Que beaucoup de gens ont redécouvert des classiques, pas spécialement les quelques nouveautés. Par contre, d'autres ont dit... C'est parce qu'il y a aussi moins de nouveautés. Hein, voilà, on attend un peu septembre pour les nouveautés. À mon avis, cet engouement pour les classiques va un petit peu descendre à la rentrée, parce qu'à la rentrée, ça va se bousculer. Hein, alors l'engouement, il a aussi été sur les films et sur les plateformes vidéo. On a vu aussi beaucoup de consommation, de binge-watching, David Courrier, de séries. Quand même. Oui, c'est les grands gagnants du confinement, si je puis dire. Hein, les plateformes
Netflix pour pas la citer, même, je ne sais pas, la dernière personne qui n'était pas abonnée a fini par s'abonner parce que, comme tout le monde en parlait, enfin, en plus, c'est un phénomène. Les séries, c'est vraiment quelque chose dont on parle entre nous, quoi, donc qu'on partage, et donc on a envie de voir, tiens, quel est le dernier épisode. Je crois que la Casa de Papel, d'ailleurs, avait fait un beau coup en sortant leur dernier, on dit pas série, mais on dit saison. Voilà, c'est ça, juste au début du confinement. C'était. Je suis pas sûr qu'il avait prévu vraiment pour non, ça. mais en tout cas, ils l'ont pas freiné, quoi. C'est sorti à ce moment-là. Ouais. Il faudrait travailler en saison, Victoire de Changy, avec vos romans. C'est travailler en saison, faire des petites vidéos avec votre enfant, par exemple, comme proposait Soraya Amrani. Il y a moyen de pipeliser la culture. Alors, je voudrais aussi parler avec vous de ce qui était pendant cette période de Covid la grosse victoire, on en a un peu parlé, c'est la vidéo, le streaming et l'utilisation du streaming, vous en avez un peu parlé au début, pour les spectacles vivants. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que c'est en quelque sorte la fin du spectacle vivant, parce qu'il est difficile de retourner dans les théâtres, c'est pas encore organisé en tant que tel, on sait que ça va être compliqué. Est-ce que le spectacle vivant a encore un avenir, Victoire de Changy ? C'est absolument certain. Déjà, la vidéo a ses limites et je pense que tout le monde commence à se fatiguer. Les yeux, tout le monde commence à se fatiguer et l'esprit aussi. Le spectacle vivant trouve 1000 manières de se réinventer constamment, que ce soit dans les rues, dans les jardins, dans les cours des maisons de repos. Il y a 1000 façons de faire du spectacle vivant. Le danger, c'est d'oublier que le spectacle vivant est un métier qui doit être rémunéré. Voilà. Alors on peut faire des concerts en appartement, on peut faire tout ça, mais voilà, ça ne peut pas être gratuit pour que les artistes puissent continuer à travailler. Et puis ce qui est important dans le spectacle vivant, c'est aussi le contact avec le public et le fait qu'il y ait beaucoup de public, pas seulement une dizaine de personnes. Parce que jouer en appartement ou parfois en rue, il n'y a pas grand monde. Mais ces spectacles avec 200, 500, 1000, 2000, 10 000 personnes, ça va être compliqué. Ça va se reproduire encore. Enfin, moi, Vous êtes une optimiste. Oui, je ne pense pas que cette période va durer toujours. Et en attendant, c'est intéressant aussi de faire des choses devant des publics plus restreints. On peut y trouver des choses différentes. Je pense des rapports plus directs, plus horizontaux avec le public. Soraya Amrani. Moi, je pense d'abord que tous les arts vivants ne sont pas égaux face au règne de l'image. On a vu à quel point la danse a pu bénéficier en fait de l'image, à tel point qu'elle s'est appropriée même le dispositif visuel dans les créations de la danse. Mais c'est différent quand on est un comédien théâtre, puisque au théâtre, on est dans l'adresse directe au public, ce qu'un danseur, par exemple, ne fait pas. Et donc, le théâtre filmé, même quand il bénéficie de plein de moyens, avec ce qu'on appelle du multicam, plein de caméras, et qu'on essaye d'emprunter au langage cinématographique, c'est déjà pas très heureux. En fait, ça marche pas tellement. Mais alors, du théâtre filmé avec un téléphone portable, on oublie tout de suite. Oui, en fait, c'est des conditions qui sont impossibles. Donc... Mais dans une salle, il y avait l'exemple il y a quelques semaines, Richard Ruben qui joue dans une salle un spectacle d'humour, pas de public. Ça, c'est très différent, parce qu'on est sur du seul en scène, j'ai presque envie de dire. Et ça, pour le coup, les artistes qui sont habitués au seul en scène, souvent, ils ont pas attendu le confinement pour découvrir les joies des réseaux sociaux et des petites capsules Zoom ou pas. Mais ils n'ont pas l'habitude d'être tout seul en scène. D'être tout seul, effectivement, parce qu'ils ont besoin de l'écho du public. Mais un Shakespeare, ne fût-ce que des rires. Mais un Shakespeare avec 15 personnes sur scène, ça, clairement, ça ne passera jamais. Pas même en caméra et certainement pas avec un téléphone portable. David Courrier. Moi, je voudrais quand même revenir sur ce qu'a dit Victoire, un peu en passant comme ça, mais c'est quand même très important. C'est très révélateur de la précarité de ce métier, hein, le confinement. C'est là qu'on s'est rendu compte quand même de la difficulté de vivre, de travailler, de gagner son argent correctement. On s'est rendu compte que les artistes, effectivement, soit n'avaient pas de statut, soit n'avaient pas de contrat, n'avaient pas droit au chômage, ceci, cela. Enfin, moi, j'ai vu des reportages sur des artistes qui devaient s'inscrire au CPS, qui devaient aller chercher des colis. Enfin, c'était dingue, quoi. Et ça, quand on est un peu dans le métier, on le sait avant, mais je crois que le grand public a découvert vraiment la précarité de ce métier qui, pourtant, on le dit ce soir, est vraiment indispensable. Oui, mais sur le fait qu'on va jouer devant des plus petites salles ou pendant un certain temps, ça ne va pas améliorer le financement des artistes, justement. Non, mais par contre, il y a eu...
Voilà, on parle enfin maintenant de la vie des artistes, de leur quotidien, et je crois que l'opinion publique maintenant ne peut plus être dupe. Et quand on va retourner au théâtre, on n'aura pas oublié effectivement les revendications. Je crois qu'ils sont sortis dans la rue un petit peu, sur les réseaux sociaux, beaucoup s'expriment. Il y a des fédérations qui sont constituées. Par exemple, au niveau des arts plastiques, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais il n'y avait pas de fédération des artistes plasticiens. Ils se sont fédérés pour se faire entendre auprès des différents responsables politiques. Voilà, les choses bougent quand même, et ça c'est peut-être un des biens du confinement aussi, c'est de se rendre compte que qu'ils vont pas si bien que ça, quoi. Derrière les apparences, il y a quelques drames quand même. Alors, je vais peut-être poser la question différemment. Est-ce qu'il y a une espèce de fin de la culture de masse, ou bien peut-être moins d'aspect positif de la culture de masse, parce qu'on ne peut pas être trop nombreux à cause des distances sociales, et que ça laisse une place alors à ce que vous disiez, par exemple le concert en appartement, ou des visites guidées en petit nombre dans des musées. C'est une manière de se rapprocher finalement, de rapprocher la culture du citoyen? De nouveau, je vais rester sur le même aspect positif. Pour moi, cette période n'a qu'un temps, et ces réinventions, par contre, vont permettre des nouvelles choses. Et la culture, devant le plus grand nombre de masses, comme vous dites, reviendra. Oui, donc c'est pas l'un qui va chasser l'autre. Non, je les pense deux que peuvent coexister. Tout à fait. Tout à fait. Et en matière de poésie, comment ça va se passer? Mais en matière de poésie, soudain, nous on a remarqué que ça pouvait devenir un peu plus de la culture de masse. Rien que par le nombre de gens qui nous ont suivis, soudain, la poésie s'est comme démocratisée. Elle a arrêté parce ça fait un peu peur le mot poésie, et soudain on a vu que ça pouvait être accessible à tout le monde, compréhensible pour tout le monde. Justement, vous avez déjà décidé de votre phrase poétique de la saison à venir? Voilà. Allez-y, commentez-la. Je ne la connais pas par cœur exactement, j'aurais peur de Karl Norak, qui est le poète, c'est le poète national. Je vais mettre des mots pour sortir, on y va, une phrase sur le dos, un poème sur la tête, on y croit. On y croit, on y va, donc voilà, c'est un peu l'impulsion qu'on voulait se donner. Karl Norak, c'est notre poète associé, en plus d'être le poète national. On aura 6 événements avec lui, et il va vraiment donner le ton de cette saison qui s'annonce vraiment très belle. Donc c'est très volontariste, c'est ça l'idée, il faut être optimiste. Vous êtes optimiste, hein, je trouve on n'entend pas toujours ce genre de discours. Vous êtes optimiste, volontariste. Il faut, c'est ça. Et qu'est-ce que vous attendez de la saison à venir au niveau culturel, Soraya Amrani? Est-ce que vous voyez quand même des gros événements culturels, ou une espèce de brouillard pour l'instant? On est dans le brouillard, dans le flou absolu, et d'une certaine façon, je suis pas sûre de détester ça, parce que c'est vrai que la vie culturelle, elle est rythmée d'une saison, une saison après l'autre. Il y a des événements attendus qui sont souvent extrêmement visibles et qu'on attend mois après mois, rentrée littéraire, grand festival. Ici, pour le coup, c'est un peu comme si on rabattait les cartes et qu'on avançait à vue. Il y a quelque chose qui n'est pas désagréable là-dedans. Maintenant, là où c'est gênant, c'est effectivement quand ce flou derrière est synonyme d'extrême précarisation pour les artistes eux-mêmes. Là, c'est plus emmerdant. Maintenant, à quoi il faut s'attendre? Je crois à rien, à avancer, à tout et à tout. Voilà, exactement. Parce qu'effectivement, nul ne peut dire aujourd'hui, c'est peut-être pas une si mauvaise chose. Mais est-ce que certains ne risquent pas de se décourager, de dire, moi, la culture, c'est difficile d'en vivre, donc je vais peut-être faire autre chose? Il y a peut-être des talents qui vont décider d'aller vers d'autres horizons que la culture, David Courrier? Peut-être certains, oui, mais ça, c'est personnel, je dirais, quoi. Je crois que j'ai déjà entendu plusieurs comédiens qui m'ont dit, moi, je vais changer de métier, je vais dans l'agriculture, ou enfin voilà, mais peut-être qu'ils vont revenir après, j'en sais rien, c'est des affaires personnelles. Mais la culture, moi, je rejoins l'optimisme de Victoire. De toute façon, il faut s'accrocher à cet optimisme, on n'a pas le choix. Donc, surtout vous faites des émissions culturelles. En plus, il n'y en aura plus. Oui, si on n'a plus de culture, non, mais ce serait inimaginable. Les salles vont ouvrir. Alors, ça fait un petit peu moi, je ne sais pas si vous avez été au cinéma cet été. C'est un peu étrange quand même de s'asseoir comme ça, juste avec une personne de sa bulle. Et si on est tout seul, on est vraiment tout seul. Parce que on vit le spectacle différemment. Oui, c'est clair. Mais c'est du cinéma. Donc le cinéma, ça peut se rapprocher de l'écran. Voilà, les partages sont moins forts que ce que tu disais tout à l'heure avec notamment les comédiens qui sont sur scène, où là, il y a vraiment une interaction. On vibre avec eux, etc. Donc, je suis très curieux de voir cette rentrée. Mais c'est vrai que tout est possible, tout est ouvert, et ça aiguise notre curiosité en fait. En tout cas, un élément de la rentrée qu'on verra, et on est sûr qu'on le verra, c'est le nouveau livre de Victoire de Changy. Ça s'appelle « La paume plus grande que toi ».
hein, c'est ça. Tout à fait. Alors, le pitch en une phrase. Ce n'est pas un roman, c'est un recueil de poèmes, mon premier du genre. C'est publié à l'Arbre de Diane Édition, qui est une très belle maison belge. Et ça parle en très bref de mes tâtonnements dans la maternité, parce que c'est un sujet très très inspirant et omniprésent, avec tout ce que ça a de très beau et de très épuisant. Donc c'est la paume plus grande que toi. Merci Victoire de Changy d'être venue nous parler de culture. Merci à nos deux experts qu'on retrouvera évidemment à la rentrée. Soraya dans Les acteurs-actrices de Bruxelles et David Courrier dans LCR et Monde des Arts. D'ici là, on se retrouve le week-end prochain. On a encore une émission sur l'habitat et l'urbanisme et les leçons à en tirer sur le Covid. Bon week-end.